Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce pré-enregistré réalisé le 24 février 2016. Alors nous allons rester en France pour cette émission et nous allons parler d'un sujet à la fois complexe et polémique, celui de l'islamophobie. J'ai le plaisir d'avoir comme invité quelqu'un qui s'est intéressé à ce sujet depuis de nombreuses années. Bonjour Isabelle Kersimon. Bonjour. Isabelle Kersimon, vous êtes une journaliste indépendante et on peut vous lire sur plusieurs grands médias comme Le Figaro, le Huffington Post et Causeur. Vous n'êtes pas juive, mais vous avez souvent exprimé votre sympathie à notre communauté de façon touchante. Et cela vous a valu d'être traité, je cite, de cancer sioniste sur Twitter. Vous vous êtes fait surtout connaître par un livre, coécrit en 2014 avec Jean-Christophe Moreau, et dont le titre est « Islamophobie, la contre-enquête », publié aux éditions Plein Jour. Alors c'est un ouvrage extrêmement dense, de 280 pages, qui mérite vraiment son titre, car vous avez enquêté pratiquement sur toutes les facettes du dossier. Quelle est l'origine du mot ? Quel sens lui donne-t-on ? Quelles en ont été des utilisations au niveau européen et international ? Quel est le discours de ceux qui ont fait de ce concept leur cheval de bataille, en particulier le CCIF, collectif contre l'islamophobie en France ? Au-delà, qu'est-ce que les empoignades sur les dangers réels ou fantasmés de l'islamophobie disent des agendas politiques de certains ? Isabelle Kersimon, les sondages montrent qu'il existe au sein de la société française un courant, non pas majoritaire, mais quand même important, qui affiche du racisme vis-à-vis de ceux qu'on appelait avant les Arabes. Mais maintenant que cette population est implantée depuis plusieurs générations, on dit les musulmans. Refuser le terme islamophobie est maintenant un combat perdu d'avance parce que le mot est entré dans le vocabulaire. Et enfin, l'hostilité à l'islam est évidente lorsque des lieux de culte ou des cimetières musulmans sont visés. Qu'en pensez-vous ? Alors, il faut prendre le temps de répondre. Je vais commencer par les chiffres. Donc, pour 2014, l'OSCE publiait les chiffres suivants. Il y avait eu 101 agressions physiques et 577 menaces racistes et xénophobes, pour un total de 678. 241 agressions physiques antisémites et 610 menaces, pour un total de 851. 55 agressions anti-musulmanes, c'est le terme que moi j'emploie, les actes anti-musulmans et non pas islamophobes, on va en parler, et 78 menaces, pour un total de 133. Les chiffres 2015 fournis par le ministère de l'Intérieur en janvier cette année donnent environ 430 actes anti-musulmans, 806 actes antisémites et 810 atteintes aux lieux de culte et sépultures chrétiens. Bon, ce qui est important en nombre, ce sont les atteintes aux lieux de culte et les profanations d'une manière générale, toutes religions confondues. Il reste tout de même que la violence raciste la plus marquante, eh bien, ce sont les agressions antisémites. Voilà, ça, je crois que tout le monde le sait. Tout le monde le sait, je ne suis pas sûre que tout le monde le dise. Ces agressions-là, non seulement parce qu'elles peuvent aller jusqu'au meurtre ou à l'assassinat, ce que ne retiennent malheureusement pas les statistiques, qui restent toujours des chiffres froids, mais aussi en raison du pourcentage important qu'elles représentent sur une minorité de concitoyens parmi nos minorités. Et la persistance des préjugés les plus répugnants à l'encontre des Juifs, on voit ça depuis une dizaine d'années sur Internet. Alors ils sont riches, ils sont menteurs, ils sont pleurnichards, ils sont exploiteurs de la Shoah, ils ont trop de pouvoir, ils sont plus fidèles à Israël qu'à la France, voire ils sont tueurs de musulmans. Enfin, on est là vraiment dans des représentations qui rappellent, pour le coup, celles des années 30. Alors, pour ce qui concerne la France et son racisme, contrairement à certains discours catastrophistes, la France est l'un des pays les moins racistes au monde. Et ça, je pense qu'il faut le dire aussi. Et je vais vous citer ce qu'en disait la sociologue et politologue Nona Mayer en avril 2015. Elle disait ceci. Elle travaille sur ce sujet de manière très précise. De 1990 à 2009, on assiste bon an mal an avec des hauts et des bas à une montée globale de la tolérance. Cette tendance à la hausse est liée à 3 facteurs. L'élévation du niveau d'études de la population de manière générale, le renouvellement générationnel, le brassage multiculturel. Mais en 2009, un an après le début de la crise économique, on assiste à un retournement de la tendance. De 2009 à 2013, l'indice de tolérance est redescendu jusqu'à son niveau plancher de 1990. Mais depuis 2014, lentement, il remonte. On pouvait craindre une rechute après les attentats de janvier 2015, une crispation contre les musulmans en particulier. Eh bien, il n'en est rien. Non seulement on note un recul spectaculaire des stéréotypes antisémites, là, on peut se poser la question. Au sujet, oui.
Mais la tolérance à l'égard de toutes les minorités a continué à augmenter. Ça semble être quand même la tendance générale. Alors, Isabelle Kersimon, revenons maintenant à l'origine du mot islamophobie. Vous êtes très proche sur le plan des idées de Caroline Fourest et Fiammetta Wener, mais vous ne les suivez pas quand elles disent que ce terme a été inventé par la République islamique d'Iran à la fin des années 70 pour discréditer ceux qui critiquaient son régime. Vous dites que le mot existait en fait depuis le début du XXe siècle, dans un contexte tout à fait différent qui était celui de l'empire colonial français. Pourriez-vous le raconter rapidement à nos auditeurs, avec les débats anciens qu'il y avait à l'époque, mais qui se prolongent aujourd'hui? Doit-on avoir peur de la religion musulmane? A-t-on intérêt au contraire à la favoriser? Peut-on critiquer la civilisation de l'islam? Et est-ce que cela serait fatalement blasphématoire? Alors, je vais d'abord, cher Jean, vous dire que je ne céderai en rien sur le terrain de l'usage. Je n'emploierai jamais le terme d'islamophobie et je considère qu'il est fondamental que personne ne l'emploie parce que c'est une arme politique qu'utilisent nos adversaires, voire nos ennemis. Donc moi, je tiens absolument à ce qu'on parle d'actes anti-musulmans et jamais d'islamophobie pour tout ce qui concerne les profanations ou les agressions avérées en raison de la religion des victimes. Alors Caroline Fourest et Fiammetta Wener ont été les premières à pointer l'ambiguïté de ce terme il y a environ 10 ans. Elles ont été beaucoup attaquées sur cette réalité, ce qui a permis à leurs détracteurs de noyer l'essentiel de la question. Elles avaient souligné l'aspect politique et répressif de ce terme, qui fut au moment de la révolution islamique un véritable acte d'accusation à l'endroit des Iraniennes et des Iraniens insuffisamment asservis aux yeux des mollahs. Mais ils n'ont pas inventé ce terme. De fait, ce sont les administrateurs coloniaux français, par ailleurs universitaires brillants, qui l'ont inventé au début du XXe siècle. En bref, ils refusaient d'essentialiser les populations colonisées sous la bannière islamique. Ils refusaient tout essentialisme, qu'il soit négatif ou qu'il soit positif, à savoir islamophilie. Alors, vous demandez s'il faut avoir peur ou favoriser la religion musulmane. Si on parle de la politique dite musulmane de la France, on peut dire qu'elle a eu tort de fabriquer une islamité globale qui n'existait pas, en surévaluant l'islam dans des cultures fortement teintées d'animisme ou de paganisme. C'est très important ce que vous dites. C'est très important. Ouais. En bref, il existait de nombreuses identités régionales et les administrateurs coloniaux français étaient convaincus que les solidarités ethniques l'emportaient sur une oumma fantasmée. Mais ça, c'était bien longtemps avant la création des Frères musulmans en Égypte et bien avant que les coutumes wahhabites se répandent dans le monde musulman pour créer cette communauté plus politique que religieuse, financée par les pétromonarchies. Quant à nous, n'oublions pas que selon les termes de la loi de 1905, la République ne reconnaît aucun culte. Il me semble urgent de ne pas l'oublier. Alors, pour ce qui est de la critique de l'islam, il est évident qu'en Europe, et particulièrement en France, aucune entité idéologique, fût-elle une religion, ne saurait se soustraire à l'examen de la raison. En conséquence de quoi, le blasphème n'existe plus. Et je dirais que nul ne devrait, en principe, être tenu d'aimer, de reconnaître, ou même de connaître l'islam. Exige-t-on de connaître les théories de l'athéisme au nom de la défense des athées dans le monde? Ils en auraient pourtant bien besoin. Alors le temps file, on a juste le temps pour une dernière question avant la pause publicitaire. Dans votre livre, vous développez donc le retour récent de ce concept donc d'islamophobie. C'est au chapitre 2 intitulé « Histoire d'un recyclage sémantique ». D'après vous, cela serait parti du Royaume-Uni dans les années 90 avec la rencontre de deux agendas politiques plutôt bien accepté à cette époque. D'abord, le projet multiculturaliste, qui correspond tout à fait à la tradition anglo-saxonne. Absolument. Ça a donné un rapport d'un think tank influent, qui avait une certaine définition de l'islamophobie, que vous allez nous rappeler. Et puis, c'était aussi l'époque où Londres était la base arrière de l'islam politique en Europe. Et là, il y avait d'autres objectifs à cette dénonciation de l'islamophobie. Est-ce que vous pourriez nous le résumer? Il nous reste 3-4 minutes et éventuellement on rebondira là-dessus en deuxième partie d'émission. 3 minutes. Oui, alors le think tank multiculturaliste en question s'appelle le Runnymede Trust. Et c'est lui qui a le premier établi ces critères en 1997. Alors il y avait 8 critères, dont 6 ne référaient absolument pas aux personnes de confession musulmane. Il faut toujours garder ça à l'esprit, parce que c'est toujours valable aujourd'hui. Mais à l'islam, à la manière dont on devait ou dont on ne devait pas parler d'islam, considérer, penser l'islam. Parmi ceux-ci, par exemple, l'un des critères était qu'il ne fallait pas considérer l'islam comme une idéologie politique utilisée à des fins politiques ou militaires. Bon, ça laisse songeur
avec ce qui se passe actuellement. Et avant le Runnymede Trust, des associations communautaires britanniques plus ou moins liées aux frères musulmans avaient abandonné déjà l'antiracisme traditionnel pour confessionnaliser ces questions. C'est ce qu'on vit également en France, nous, aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que le gendre du fondateur des frères musulmans, Hassan al-Banna, qui s'appelle Saïd Ramadan, avait beaucoup de contacts au Royaume-Uni, et c'est là qu'ont percé ces nouvelles théories, dont le but est, in fine, de préserver l'identité islamique en Occident, identité qui serait en danger d'assimilation dans nos sociétés souvent considérées comme décadentes. Alors ça, c'est un agenda politique précis. Ça, c'est un agenda politique Et comment ont précis. réagi les associations antiracistes et de gauche en France à ce moment-là ? Mais nos associations à nous, une partie non négligeable en tout cas de cette gauche et de ces associations, on peut penser par exemple à la Ligue des droits de l'homme qui a perdu d'ailleurs à cette occasion beaucoup de militants et des intellectuels tels que Antoine Spire. La figure du musulman a remplacé celle du prolétaire ou s'est calquée sur celle de l'immigré, de manière générale sur celle de l'opprimé. Voilà. Bon, avec le temps, on a pu assister à cette aberration d'une gauche historiquement laïque, voire anticléricale, voire athée militante, qui, pour une partie d'entre elles, a abandonné tous ses combats émancipateurs et égalitaires pour défendre l'islam le plus bigot, le plus coercitif et uniformisé en provenance directe des pays les moins respectueux des droits de l'homme. Voilà, donc c'est là cette fracture à l'intérieur de la gauche. Alors, Isabelle Kersimon, j'aimerais que l'on évoque maintenant les deux associations chargées de comptabiliser les actes anti-musulmans. Il y a un organisme qui est reconnu officiellement par les autorités, c'est l'Observatoire national de l'islamophobie, qui est une des instances du CFCM et dont nous avions reçu au CRIF, d'ailleurs, le président Abdallah Zekri. Il nous avait présenté des statistiques récentes recensant des actes et des menaces recoupées sur place et surtout consolidées par les services de police. Cependant, et même si c'est paradoxal, c'est une autre entité, le CCIF, collectif contre l'islamophobie en France, créé en 2003, qui est repris par les médias. Ils sont reconnus comme association d'intérêt général, ils sont accrédités auprès du Conseil économique et social de l'ONU. Que comptabilise le CCIF comme acte dit islamophobe ? Alors, il faut savoir que le CCIF a été créé au moment des grands débats sur les fillettes voilées à l'école. Donc, débats qui auront donné lieu à la loi de 2004 sur les signes ostentatoires de religion à l'école. Alors, sauf erreur de ma part, le CCIF n'est pas du tout reconnu comme association d'intérêt général, du moins pas encore, et je souhaite qu'il ne le soit jamais pour tout vous dire. Alors, peut-être tente-t-il de le faire accroire. En tout cas, il affirme bénéficier du rescrit fiscal qui autorise certaines associations, comme vous le savez, à délivrer à leurs adhérents un certificat qui ouvre droit à une déduction fiscale. Alors, accréditation en tant qu'observateur auprès de l'ESCE, je ne sais pas si c'est encore valable, mais c'est à mon avis le fruit d'un lobbying intense au niveau européen. Tout à fait. Rendu possible par une communication très élaborée et malheureusement très relayée par nos médias qui ne cessent de légitimer en effet le CCIF en tendant le micro à ses représentants en permanence et sans jamais aucun contradicteur en face. Alors, les chiffres du CCIF, qui sont repris en boucle par tous les médias, proviennent de ce qu'ils appellent leurs statistiques. Alors, ce collectif comptabilise des faits qu'il ne rend plus publics depuis 2012. C'est important, ça, de le savoir. C'est bien dommage, parce Ouais. que moi, j'avais étudié tous ceux qui, justement, étaient recensés entre 2003 et 2012, ce qui permettait de voir qu'eux étaient recensés comme actes islamophobes des expulsions de prédicateurs violemment antisémites ou Par qui exemple incitaient carrément au djihad. C'était considéré comme des actes islamophobes. C'est incroyable. Il y a eu aussi, alors sur leur carte interactive sur leur site, un faux meurtre islamophobe commis à Dreux en 2011 et qui était en fait un règlement de compte sordide entre personnes qui se trouvaient être de confession musulmane. Le CCIF, en fait, s'est spécialisé dans la mise en accusation de l'État et des lois françaises, dont il pointe la prétendue islamophobie d'État, donc en dénonçant les lois de 2004 et de 2010, et il a mené une campagne inlassable contre les lois sécuritaires. Son porte-parole est même allé jusqu'à déclarer à la chaîne Al Jazeera que des millions de musulmans avaient été humiliés, rendez-vous compte. Le CCIF, en fait, n'est pas une association antiraciste. C'est cela qu'il faut finalement et impérativement comprendre. C'est une association issue des frères musulmans et dont le but est éminemment politique. Construire une, entre guillemets, islamophobie française totale afin de déconstruire nos lois et autoriser de voiler les petites filles. Eh ben, c'est dit d'une façon claire et nette, et je vous en remercie. Alors, votre ouvrage critique aussi longuement plusieurs livres qui ont été publiés en France dans l'objectif de démontrer justement ce qui serait un climat général d'islamophobie. Et il y a celui publié en 2013 par Marwan Mohamed et Abdallali Hadjat. Très rapidement, mais le second auteur vous a quelque part insulté dans son blog sur Mediapart, le 26 février 2015, il vous a traité, disons,
totalement incompétente sur le sujet. Bon, si vous avez le temps, 1 minute pour lui répondre. Mais vous critiquez aussi 2 livres. Celui intitulé, donc, La nouvelle islamophobie de Vincent Gesser, qui est sorti en 2003, et celui de Thomas Deltombe, L'islam imaginaire. Et là, ces 2 chercheurs, qui ne sont pas musulmans, accusent les médias français d'avoir contribué à une atmosphère de peur de l'islam qui aurait été présentée à force de reportages comme une menace sur notre société. Que leur répondez-vous ? Bon, alors d'abord, à ces personnes, mais Alain Grèche s'est livré au même genre d'attaque ad hominem, ces gens n'ont pas eu d'autre argument. Que répondre à cela, si ce n'est « et quoi ?» Quoi donc ? Parce que malgré leurs attaques, l'essai n'a jamais été critiqué sérieusement, aucun argument empirique ne lui a été opposé, absolument rien. Preuve qu'ils n'ont rien à m'opposer. Voilà, dont acte. Pour ce qui me concerne, ça fait en effet des années que je travaille sur ces sujets. Mes premiers articles ont dû paraître en 2010. Et je travaille sur ces sujets depuis 1999. Ils ne le savaient pas. Alors, vous évoquez la nouvelle islamophobie de Vincent Gesser. Alors ça, c'est présenté comme le fruit d'une pensée sociologique, mais c'est en réalité un pamphlet accusateur, très virulent d'ailleurs, en soutien à la notion d'islamophobie que développent les identitaires islamistes dont on vient de parler. Le titre a été choisi en réponse à la nouvelle judéophobie que Pierre-André Taguieff a fait paraître en 2002, où il tentait de définir les contours de l'antisémitisme contemporain sous la bannière de l'antisionisme radical et de l'islam politique. Bon, on va pas entrer dans le détail là, mais Vincent Gesser a énormément contribué à la diffusion de ce concept dans les sphères universitaires et militantes. Alors, il faut savoir qu'il défend le voilement des femmes et lui aussi défend l'islam le plus rétrograde comme étant l'islam véritable. Et il accuse ceux qui nomment les experts ou les facilitateurs d'islamophobie d'être relayés par les médias, notamment, il en veut beaucoup à Alain Finkielkraut. C'est pas très nouveau, Alain Finkielkraut est une des cibles favorites de ces gens-là. Donc, il lui reproche d'être à l'origine de l'expansion de l'islamophobie en France. Alors, quant à Thomas Deltombe, il a publié un ouvrage qui se voulait exhaustif sur l'image de l'islam et des musulmans dans les médias français pour démontrer une fois de plus que ces médias véhiculeraient des préjugés négatifs et auraient toujours, partout, dans tous leurs titres et tout le temps, œuvré à salir l'image de l'islam et des musulmans. Mais ce qui, après recherche, se révèle faux. Sa thèse est tronquée, comme je l'ai démontré dans l'essai. Je dois dire que vous avez étudié des périodes un peu dramatiques, les premiers attentats islamistes des années 95, 2000, le 11 septembre, tout ce que nous avons vécu, et vous donnez effectivement des contre-exemples de cela en disant que la presse a été assez partagée pour évoquer tout cela. Oui, et on a pu d'ailleurs en avoir une preuve supplémentaire après les attentats de janvier. Tout le monde s'inquiétait surtout de l'islamophobie qui aurait été le principal problème après les crimes, les assassinats à Charlie et à l'Hypercacher. Nos médias n'étaient préoccupés que d'islamophobie. Alors, Isabelle Kersimon, vous avez consacré tout un chapitre, page 113 à 136, à dénoncer un discours qui est tenu aussi bien par des instances islamiques internationales, comme l'organisation de la conférence islamique, que par des politiques, en particulier des élus écologistes, Cécile Duflot ou Esther Benbassa, ou des sociologues qui assimilent l'antisémitisme des années 30 à la vague islamophobe dont seraient victimes aujourd'hui les musulmans. Pourriez-vous, en quelques phrases, distinguer les deux? Et que dit le CCIF sur l'antisémitisme? Est-il ambigu ou joue-t-il sur la concurrence victimaire? Alors, il faut savoir que l'antisémitisme, d'abord, n'a jamais été la préoccupation du collectif contre l'islamophobie en France. Leur profession de foi, l'objet de leur association, n'en ont jamais fait mention, absolument jamais. Mais j'ai noté que récemment, ils ont fait quelques déclarations aux médias. Je soupçonne que ces déclarations ont été contraintes par les agressions meurtrières dont ont été victimes les Juifs en 2015. La grande théorie de la substitution victimaire semble avoir de beaux jours devant elle. En effet, parce que si on écoute Tariq Ramadan ou Edoui Plenel, ou ces associations et réseaux qui prônent le concept d'islamophobie, on est dans une concurrence victimaire absolument hideuse, mensongère et parfaitement immorale. En prétendant que la France actuelle est équivalente à celle des ligues antisémites d'avant-guerre, on piétine doublement, à mon sens, la mémoire des victimes juives. Parce que d'une part, on banalise les crimes atroces qui ont été commis contre les Juifs jusqu'à la solution finale. D'autre part, on laisse à croire que les Juifs ont été persécutés en raison de leur religion. Donc on travestit complètement la réalité historique. Qui ont été racistes. On leur en voulait, qu'ils soient croyants ou pas pratiquants. Tout le monde est risqué d'être victime. Absolument. Il nous reste 2-3 minutes avant la fin de notre émission et j'aimerais juste évoquer pour finir un appel que vous avez critiqué, qui a suscité une large polémique. C'est même remonté au niveau du Premier ministre Manuel Valls. On y reviendra peut-être dans une autre émission, Isabelle Kersimon. En gros, il y a un appel qui était intitulé « Tous unis », qui a été publié 2 jours après les terribles attentats du 13 novembre.
Il a été publié dans Libération avec le soutien de plusieurs associations, dont l'Association de jeunes pour le dialogue interreligieux Coexister, que nous avions reçu dans le passé à notre émission, mais aussi justement par le président de l'Observatoire de la laïcité, Jean-Louis Bianco, mais aussi par le fameux collectif contre l'islamophobie en France, le CCIF, et des associations, personnalités proches des frères musulmans. Vous avez vigoureusement dénoncé cet appel dans un article publié dans le Huffington Post le 27 novembre dernier. Dans les 2-3 minutes qui nous restent, Isabelle Kersimon, est-ce que vous aviez été indignée par les signataires, par le texte de l'appel ou par les deux à la fois ? Les deux, le texte est d'une banalité affligeante, certes, mais en le lisant, je suis d'abord restée incrédule. En fait, les tueurs n'étaient pas nommés, les commanditaires n'étaient pas nommés. Al-Qaïda, l'État islamique n'existait pas. J'ai trouvé ce texte d'une parfaite perversion, parce que non seulement il ne nommait pas les tueurs, mais il laissait à penser que le problème majeur, c'est notre République, et que les Français n'avaient qu'une idée en tête, divisée, stigmatisée, alors qu'ils ont été d'une dignité absolue, à la fois après janvier et après novembre. Quant aux signataires de ceux qui ont diffusé la tribune, que ceux qui ont diffusé la tribune ont choisi de mettre en avant, en effet, il s'agit de frères musulmans ou de proches des frères musulmans. Vous avez des preuves de ce que vous avancez ? En fait, le CCIF sont très proches. Enfin, il y avait Yasser Louati, le porte-parole, il y avait Sami Déba, le président. Voilà, et ce sont des proches des frères musulmans. Après avoir rédigé mon article dans le HuffPost, j'ai pas eu de soutien et aucune réaction. Mais en janvier, lorsque j'ai rédigé la pétition que j'ai demandé à Laurence Marchand-Taillade et à Mohamed Sifaoui de porter, là, les choses ont commencé à bouger, les yeux ont commencé à s'ouvrir sur cette grossière manipulation dans le piège de laquelle sont tombées des organisations et des personnalités irréprochables, malheureusement. Donc la pétition dont que j'ai le grand rabbin de France, d'ailleurs, dont le grand rabbin de France, qui l'a signé. Donc la pétition que j'ai écrite pour demander la démission de Bianco, parce que je trouvais ça absolument insupportable, a déclenché un débat qui finalement devait avoir lieu et qu'il est sain que nous ayons, je pense, entre ces deux conceptions de la laïcité qui s'affrontent, mais on en parlera peut-être dans une autre émission, Isabelle Kersimon, parce que c'est fondamental cette fracture, au fond, dans une partie de la gauche, deux visions de la laïcité. Ceux qui parlent de laïcité ouverte, où il faut faire des accommodements, ceux qui rappellent les fondamentaux de la loi de 1905, donc des débats en profondeur sur lesquels vous êtes vraiment engagé. Vous êtes dans l'arène, vous vous faites attaquer aussi, je disais en introduction, sur Twitter ou ailleurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je rappelle une dernière fois donc le titre de votre ouvrage, que je recommande à nos auditeurs, bien sûr, de la lecture et l'achat. Donc, Islamophobie, la contre-enquête donc d'Isabelle Kersimon et Jean-Christophe Moreau aux éditions Plein Jour. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à 15 jours. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.